Super, bah merci beaucoup. Bonjour à tous pour ceux qui nous suivent en ligne. Alors, je précise, c'est l'état de l'art des SOC. Hein. Je ne vais pas parler de l'état des SOC que j'ai pu voir. Pardon. L'état de l'art des SOC, voilà. Pas état des SOC. On connaît tous l'état des SOC. On ne détecte pas toujours. Donc, l'état de l'art. Pardon. En 2022, ça me semblait pertinent de rappeler ce qu'était l'état de l'art. Alors, pour rappeler ça, je vais me baser sur le référentiel P10, qui est le référentiel publié par l'ANSSI sur le sujet de la détection. Excusez-moi, si je m'approche de la caméra, c'est pour switcher les slides. Hein. Avant d'entamer cette présentation, je me présente rapidement moi-même pour justifier ma présence ici. Donc, je m'appelle David Hébert, je suis consultant en cybersécurité. Je suis fondateur de la société Willan que j'ai montée en mars 2020. Et parmi toutes les activités que j'ai pu faire depuis ces 10 dernières années, dont les audits intrusifs, des tests d'intrusion, des audits de conformité suivant des référentiels et de la réponse sur incident, j'accompagne actuellement des équipes Blue Team dans la mise en œuvre de recommandations de sécurité, d'intégration de SIEM et accessoirement, je suis aussi auditeur P10, donc sur référentiel ici, et audit de SOC de manière générale hors référentiel. Donc, cette expérience m'a permis de voir un peu tous les aspects des activités qui tournent autour de la cybersécurité, dont notamment l'intrusion et aussi la partie défensive et notamment avec la détection. Donc, c'est en cela qu'aujourd'hui, je me permets de venir vous parler d'état de l'art en fait, des SOC en 2022, donc basé sur le référentiel P10. Je resitue juste un petit peu le contexte du référentiel pour ceux à qui ça ne parle pas. Le référentiel P10 s'inscrit dans une série de référentiels que publie l'ANSSI qui visent à qualifier des sociétés de prestations sur leur cœur et leur domaine d'activité. Et donc, parmi tous ces référentiels qu'a publié l'ANSSI, on va s'intéresser du coup au référentiel P10, qui est le référentiel qui est dédié à la détection d'intrusion. Okay. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est pas de présenter vraiment spécifiquement le référentiel. L'idée aussi de cette présentation, c'était de la rendre aussi, on va dire, intéressante à écouter. Le référentiel, c'est beaucoup d'énumération de points clés relatifs à toute l'activité de détection. Comment on établit des règles de détection, quelles informations on doit retrouver dans un inventaire de règles de détection, quand on fait un ticket d'incident, quelles informations on doit retrouver dans le ticket d'incident, etc. Donc, si c'est pour énumérer des listes à la Prévert, ce n'était pas spécifiquement intéressant. Je ne dis pas que le référentiel n'est pas intéressant, loin de là. Néanmoins, en termes de présentation, c'était beaucoup moins pertinent. L'idée, c'était un petit peu de vous faire un retour d'expérience sur ce que j'ai pu voir. Alors, j'ai commencé l'activité d'audit de SOC il y a déjà quelques années, avant le référentiel P10. C'est vrai qu'à l'époque, on voyait beaucoup de mix entre les équipes SOC et NOC. On faisait un peu l'amalgame. Pareil, on n'arrivait pas vraiment à distinguer ce qui était un SOC versus ce qui était un SIEM. Alors, quand on parlait souvent de SOC SIEM, et le SOC, en fait, se composait de l'équipe qui avait installé le SIEM et qui l'exploitait, mais sans forcément avoir cette composante cyber. Donc, c'est en ça que j'ai trouvé pertinent de rappeler ce qu'était l'état de l'art des SOC en 2022. Donc, cette présentation s'adresse aux SOC potentiellement qui souhaitent un petit peu améliorer l'activité, voire se diriger vers une qualification P10, et également aux clients finaux qui souhaitent monter un SOC en interne ou alors souscrire à un service de SOC externalisé et qui souhaiteraient un petit peu challenger les services, les propositions qui leur sont effectuées. OK. Pardon, vous me dites si je speed un peu trop. J'ai 45 minutes, j'ai 45 slides, 1 minute par slide. Oh, bon. Je suis déjà en retard. Non, c'est bon. Ok, bon, je vais prendre 2 heures. Alors, j'ai une passion, c'est de lire les définitions Wikipédia sur des sujets que je maîtrise. Alors, on parle souvent de sujets dans l'actualité qu'on ne maîtrise pas et on fait confiance aux médias ou aux sachants sur certains sujets, ne pouvant que leur faire confiance. À partir du moment où moi, je maîtrise un sujet, j'aime bien aller voir ce que nous disent certaines sources, fiables ou non, pour un petit peu challenger et un peu bloquer, on va pas se mentir. Donc, je me suis permis de prendre la source vraiment Wikipédia copier-coller de ce qu'est un SOC. J'ai ressorti les informations qui étaient intéressantes. Donc, Wikipédia définit un SOC comme un ensemble de personnes, de processus et de technologies qui tournent autour de l'activité de détection. Donc, jusque-là, on est plutôt bon. Le SOC assure la connaissance de la situation grâce à la détection, au confinement ou à l'assainissement des menaces informatiques. La tournure de la phrase est un petit peu rigolote, on va dire. Néanmoins, on reste quand même pas loin de ce qu'est vraiment un SOC. Donc, jusque-là, on est plutôt bon. Donc,
Donc, le SOC va collecter des informations du SI, les analyser, détecter d'éventuelles anomalies et va permettre d'alerter. Là, j'ai beaucoup apprécié cette phrase. On est vraiment dans le cœur du sujet de ce qu'est le SOC, hein, on ne va pas se mentir. Je vous donnerai ma définition de ce qu'est un SOC juste après, qui se rapproche drôlement de cette phrase. J'ai beaucoup aimé les allocutions qui suivaient. Les compétences dans ce domaine restent rares. L'établissement et l'exploitation d'un SOC est coûteux et difficile. Jusque-là, on s'en doutait. En tout cas, ceux qui ne le savaient pas, bah, voilà, au moins c'est dit. Et la phrase d'après, c'est l'organisation doit avoir besoin de bonnes raisons pour le mettre en place. Si vous n'avez pas de bonnes raisons, ne vous lancez pas dans l'établissement d'un SOC. En gros, vous allez vous casser les dents, ça va être très compliqué. Et j'ai trouvé cette phrase très juste, à vrai dire. Donc, voilà. Et enfin, la dernière pour terminer, celle-là m'a un petit peu perturbé, je vous avoue. Le SOC va pouvoir permettre à une entreprise d'administrer son réseau informatique à distance et ainsi réduire les risques. Là, je vous avoue que je n'ai pas compris. Je me suis dit, tiens, peut-être, en fait, c'est moi qui ai mal compris. Le SOC est peut-être en fait un réseau VPN. Peut-être que la page Wikipédia est sponsorisée par NordVPN, on ne sait pas. Là, je pense qu'on a été complètement dans l'erreur, à mon humble avis. Quoi qu'il en soit, je me permets de redonner ma définition du SOC. Alors, peut-être un peu plus basique, on ne va pas rentrer dans toutes les activités que peut faire un SOC. Néanmoins, pour moi, le cœur d'activité du SOC, c'est la collecte d'événements. C'est l'analyse de ces événements qui sont émises par les ressources d'un système d'information. Donc, le SOC va aller corréler ces événements pour essayer d'identifier des anomalies, des incidents de sécurité et alerter son client ou en tout cas les personnes à destination des alertes pour pouvoir leur dire « Attention, là, il se passe quelque chose, c'est peut-être une intrusion, il y a quelque chose de pas normal qui se passe, il faut regarder. » Voilà. Pour moi, l'activité purement du SOC s'arrête ici. On va voir qu'après, bien sûr, une fois qu'on a détecté, ça va plus loin. On va voir de quelle manière. Mais l'activité pure du SOC s'arrête ici. Je définis quelques terminologies et architectures de collecte. Le référentiel P10 et ce qui se passe en fait dans l'activité de montage d'un service de SOC, c'est qu'on va d'abord avoir des sources de collecte. Donc, les sources de collecte vont correspondre au système qu'on va retrouver dans le SI supervisé et qui vont émettre des événements, des journaux, des informations qui vont pouvoir être analysées pour le SOC. Donc déjà, une première étape, ça consiste à énumérer un peu toutes ces sources de collecte. Donc là, j'ai fait une jolie liste à la Prévert. On va retrouver les serveurs, bien sûr, qui sont la base en fait, des systèmes qu'on retrouve dans les systèmes d'information, donc Linux, Windows, autres, AX, etc. Les équipements d'infrastructure, les équipements réseau, avec les firewalls, les routeurs, les switches, les équipements d'infrastructure qui vont composer notre SI. Les annuaires, les DNS, les accès distants, les équipements de sécurité, les antivirus, les DDR, les IDS, etc. Donc, toutes ces sources de collecte, toutes ces ressources vont émettre des journaux, vont générer des journaux qui vont avoir potentiellement une information intéressante pour le SOC et qui vont pouvoir permettre de déterminer qu'il y a un incident de sécurité à relever. Ces sources de collecte vont émettre donc du coup des journaux, des événements de sécurité qui vont être par la suite collectés via ce que le référentiel nomme des collecteurs, très justement d'ailleurs, qui vont avoir pour objet d'agréger en fait ces logs de sécurité pour les centraliser et les envoyer dans ce qu'on appelle l'outil principal, qui est le SIEM, qui est l'outil principal des SOC, qui permet d'identifier, d'implémenter des règles de détection et d'identifier les anomalies. Enfin, jusque-là, on est sur une définition. Je me permets déjà, dans cette petite introduction, de passer un message sur l'architecture des SOC. Je recommande très fortement, avant de venir centraliser tous les journaux en fait, dans votre SIEM, de mettre en place en fait, un intermédiaire qui est votre serveur de log ici. Pourquoi? Parce que le serveur de log va permettre en fait, de collecter les journaux au format brut, au format RAW, comme on dit, ce qui va vous permettre d'une part de ne pas être dépendant de votre SIEM si vous voulez accéder à vos journaux et d'autre part, si vous avez demain une intrusion sur votre SI et que vous avez des investigateurs forensiques qui interviennent, l'exploitation de journaux au format brut est beaucoup plus pratique pour les investigateurs que de venir aller interroger le SIEM via une API ou autre. Et puis accessoirement, ça vous sera beaucoup moins consommateur en termes d'espace disque parce que les journaux générés vont consommer d'espace disque. Dans un SIEM, les journaux vont être indexés et donc pour un journal indexé, ça va prendre beaucoup plus d'espace que le journal en lui-même et du coup, c'est beaucoup moins pratique. Je termine avec cette architecture d'agrégation des logs. On va implémenter les règles de détection dans le SIEM. Alors, ça peut être soit des règles automatisées, soit de la supervision effectuée manuellement. En fait, il y a un humain qui va avoir des dashboards et qui va pouvoir observer ce qui se passe dans le SI supervisé et du coup, relever les alertes. Et enfin, une fois qu'une alerte est identifiée, il va pouvoir
ouvrir un incident de sécurité à travers une interface quelconque. Hein. Généralement, on est sur un outil de ticketing pour relever une alerte et puis qui va lui-même aller notifier le client final qu'un incident de sécurité a été identifié et qu'il faut faire quelque chose. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'activité cœur d'un SOC. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est comment on construit une activité de SOC correctement. Donc, la construction du service va passer déjà par la mise en place du service. Alors, je passe sur la partie installation du SIEM, installation de tous les composants. Un premier point qui va être intéressant, sur lequel qui va être intéressant de parler et de se positionner, c'est où est-ce qu'on positionne les collecteurs pour agréger les logs. Alors, le positionnement des collecteurs est très important, puisque c'est les collecteurs qui vont en fait venir acheminer les journaux en fait jusqu'à notre SIEM. S'il y a un défaut dans la collecte des journaux, typiquement, on va pouvoir passer à côté en fait d'un incident de sécurité puisque tous les journaux ne vont pas arriver. On va essayer d'assurer dans cette partie collecte que les journaux arrivent à bon port et qu'il n'y ait pas des pertes entre-temps, notamment s'il y a congestion au niveau du réseau, s'il y a coupure réseau ou s'il y a interruption quelque part ou incident opérationnel, faire en sorte que ça n'impacte pas cette activité de collecte de logs. Donc, une chose qu'on va éviter, c'est par exemple qu'on est sur deux SI différents, deux zones géographiques différentes. On va éviter en fait de se positionner que sur un seul collecteur pour collecter ces journaux. On va plutôt privilégier en fait de mettre en place un collecteur sur chaque SI distinct pour assurer une collecte locale des logs avant de les envoyer au collecteur central. Donc, ce que je vais matérialiser ici par cette petite animation ici. Donc, par exemple, là, j'ai matérialisé deux environnements sur deux sites entre guillemets géographiques différents. Bon, on est sur Azure, donc on est dans le cloud, donc par les sites géographiques, je ne sais pas si c'est pertinent, mais vous avez compris l'idée. Donc, Azure versus ce qu'on peut avoir sur du on-premise. On va aller préférer collecter des journaux d'abord sur l'environnement Azure plutôt que tout envoyer sur un seul des deux environnements, ce qui permettra d'assurer le stockage en local des logs si jamais il y a une coupure réseau entre les environnements, le site Azure et les environnements on-premise, de conserver une collecte des logs et de ne pas les perdre, tout simplement. On pourrait faire également cette analogie. Alors là, je remplace Azure et on-prem par client et SOC externe pour les environnements qui ont un niveau de sécurité, un niveau de gouvernance ou tout simplement un ownership différent. Typiquement, quand vous allez vouloir externaliser vos journaux auprès d'un SOC externe, donc qui ne vous appartient pas par définition, on va quand même essayer de préférer, on va conseiller au client final de conserver une copie de ses logs en interne et de ne pas être entièrement dépendant du SOC externe. Donc, on aura envie de placer d'abord un collecteur dans le SI du client final pour qu'il ait une copie locale et ensuite de l'envoyer au SOC externe qui lui fera ses travaux d'analyse. Les SOC externes proposent généralement des services de rétention de logs où ils vont garantir une certaine rétention des journaux. Néanmoins, on reste sur un prestataire qui peut défaillir malheureusement. Voilà, c'est pour ça qu'on recommande ça. Donc, j'énumère ici ce que je viens de dire. On privilégie la mise en place de collecteurs en local des sites pour prévenir la congestion ou la coupure réseau. La différence entre les environnements, c'est un gap de sécurité ou de conformité ou de gouvernance. Privilégier les protocoles connectés, typiquement du TCP over UDP. UDP n'est pas un protocole connecté, donc ne permet pas de garantir que le paquet est arrivé à son terme. Et quand les journaux doivent traverser des SI, des infrastructures, des équipements qui ne sont pas maîtrisés ou dans lesquels on ne peut pas garantir le niveau de sécurité, il est recommandé d'implémenter un mécanisme de chiffrement en fait, pour assurer la confidentialité et l'intégrité de ces logs. Si vous avez des questions ici, n'hésitez pas. Ah, à la fin. Okay. J'enchaîne. Donc, une fois qu'on a agrégé tous ces logs et qu'on est toujours dans cette phase de construction du service, on va amener à définir trois aspects qui sont très importants et qui sont décrits dans le P10 avec des termes bien spécifiques. C'est qu'on va commencer par définir quelles vont être les sources de collecte. On ne va pas vouloir forcément aller agréger les logs de tous les composants d'un SI. Certains sont peut-être plus intéressants que d'autres. Il faut également, si on agrège des logs, si un SOC agrège des logs, qu'il en fasse quelque chose. Si typiquement, il ne supporte pas une source de collecte, ça ne sert à rien de venir agréger les logs, il ne va rien en faire, ça va occuper de l'espace et des ressources pour rien. Et ensuite, par source de collecte, il faut bien évidemment définir qu'est-ce que la source de collecte va générer comme événement. Si je prends l'exemple d'un système Windows, il y a plein de types d'événements qui peuvent être générés. On ne va pas s'intéresser à tous les types d'événements. Donc, voilà, chaque source de collecte, il faut définir
qu'est-ce qui va être journalisé, qu'est-ce qui va être envoyé au SOC. Et ça, c'est ce que dans le référentiel P10, on appelle la stratégie de collecte. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape va consister à définir qu'est-ce qu'on va faire de ces journaux et qu'est-ce qu'on va aller détecter sur la base de ces journaux, quelles règles de détection on va aller implémenter. C'est notamment, en fait, on va le voir juste après, c'est les règles de détection qui vont venir définir qu'est-ce qu'on va collecter sur les systèmes supervisés. C'est ce que le référentiel appelle la stratégie d'analyse. Et j'enchaîne. Enfin, on va définir la stratégie de notification en fonction de quel type d'incident, avec quel niveau de gravité, on va aller alerter le client, enfin, quelle personne au sein du client, quelle équipe, etc. Et ça sera la stratégie de notification. Donc, ces trois documents qui peuvent être repris ou mutualisés ou façonnés comme on veut à partir du moment où on est hors d'un service P10, c'est ce qui va en fait constituer le cœur du métier de l'activité du SOC. Donc là, j'ai fait un comparatif entre ce que, bon, je me cale sur la blague des inconnus, sur ce qu'est un bon SOC et un mauvais SOC. Alors, évidemment, aucun jugement de valeur sur l'activité d'un SOC. Hein. Typiquement, c'est comme acheter une voiture. Hein. On achète un service qui match avec notre besoin. On n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir un SOC qui est forcément à l'état de l'art ou alors qui match avec le référentiel P10. Néanmoins, je me permets cette petite analogie. Le SOC, le mauvais SOC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va collecter des journaux. Sur la base de ces journaux, il va mettre en place des règles de détection qui vont sonner, qui vont lui indiquer des incidents de sécurité. Il va notifier son client. Le mauvais SOC collecte des journaux, il détecte, il notifie. Voilà. Là où il va se différencier avec le bon SOC, en tout cas celui qui match un peu plus avec le référentiel P10, c'est que le bon SOC, il va commencer déjà par analyser l'environnement, le SI qui va être supervisé. Voilà. L'idée, c'est que le SOC doit avoir connaissance en fait du SI qui est supervisé. Quelle est l'activité du SI déjà qui se trame sur le SI? Quels sont les composants cœur qui vont composer l'infrastructure? Qu'est-ce qui va être supervisé? Qu'est-ce qu'on va avoir comme type de source de collecte? Qui va s'y connecter? Comment? Etc. Bref, la mise en place d'un SOC sur un SI commence déjà par la prise de contexte et l'étude. Le deuxième point, et ça c'est un point qui est fondamental, notamment si des SOC veulent se diriger vers la qualification P10, c'est l'étude de l'analyse de risque du commanditaire, en tout cas l'étude de l'analyse de risque du SI qui va être supervisé. Je fais cette précision, car une analyse de risque qui est générique et qui n'est pas adaptée au SI qui va être supervisé ne va pas être d'une grande utilité. Ensuite, le SOC va émettre un certain nombre de recommandations pour permettre aux clients, en tout cas aux personnes qui managent le SI supervisé, de pouvoir l'améliorer, en tout cas améliorer la partie détection, voilà, avec l'implémentation d'un certain nombre de recommandations qui vont être émises. J'en parle juste après. On va définir les trois stratégies que j'ai abordées juste avant. Là, le service va rentrer en run et va effectuer son activité de détection. Et ensuite, le service SOC va vivre. Et l'un des challenges, ça va être de suivre l'activité du SOC pour assurer que tous les mécanismes qui ont été mis en place, tous les engagements qui ont été faits moyennant les différentes stratégies soient bien suivis. Et c'est là où il va y avoir toute une partie comitologie qui doit être mise en place, en tout cas pour un SOC qualifié, pour pouvoir suivre avec des KPI, des indicateurs d'efficacité en fait sur l'activité de détection. Donc, c'est là où un SOC classique va se différencier peut-être d'un SOC P10, où le SOC P10 doit faire toutes ces activités dans un ordre bien précis pour assurer la qualité du service et la qualité de la détection. Donc, c'est là où je dis que le SOC, pas forcément P10, hein, mais en tout cas, l'activité du SOC, le SOC, il est garant de la capacité de détection des incidents de sécurité sur un SI supervisé. Si jamais il n'a pas la capacité à détecter un incident alors qu'il est censé le faire, c'est lui qui est responsable d'émettre les bonnes recommandations pour qu'il puisse détecter les incidents de sécurité comme il s'est engagé. Mais cette allocution ne va pas sans la deuxième, c'est que la capacité et la qualité de détection du SOC dépend du client à implémenter les recommandations et les corrections qui sont émises par le SOC. Donc le SOC tout seul ne va pas pouvoir garantir un certain niveau de détection s'il n'y a pas un certain niveau des mécanismes qui sont mis en place dans le SI qui est supervisé. Donc de là, j'en arrive à la construction de la stratégie d'analyse qui est un petit peu le cœur d'activité du SOC. En fait, c'est là où va résider toute sa connaissance. C'est comment se construit la stratégie d'analyse. Ça commence par la base de connaissances interne du SOC. Donc le SOC commence déjà par faire une étude préalable, on va dire qu'un SOC qui partirait de zéro, une étude préalable de ce qu'il veut détecter. Donc déjà là, il va y avoir plusieurs techniques qui vont être implémentées par le SOC pour construire sa base de connaissances interne qui va aller implémenter toutes ces stratégies d'analyse derrière.
Pour construire une base de connaissances, il va commencer potentiellement par étudier en fait toutes les sources de collecte qu'il veut supporter. Là, j'ai pris un exemple par exemple sur Active Directory, qui est une source de collecte qui est incontournable dans les SI en 2022, je pense. En partant des sources qu'il veut couvrir, qu'il veut supporter. Donc, par exemple, Active Directory va étudier un peu toutes les attaques qui sont relatives à cette technologie, à cette source de collecte, et va essayer d'aller implémenter des scénarios de détection pour couvrir un peu chacune de ces attaques. Ça, c'est une première méthodologie. La deuxième, c'est que le MITRE a publié une matrice bien connue maintenant, une matrice qui référence un peu tous les types d'attaques qui peuvent être effectuées sur un SI. Donc là, le deuxième objectif d'un SOC, ça va être de couvrir un petit peu toutes les techniques d'attaque qui vont pouvoir être effectuées sur un SI en disant, voilà, mon service SOC, ma stratégie d'analyse permet de couvrir tout ou partie, alors tout, non, c'est pas vrai, on va dire une partie à hauteur de tant de pourcentage de la matrice MITRE attaque, et c'est comme ça qu'il va construire sa base de connaissances interne. Un dernier point que j'aborde, alors un SOC peut faire tout ou partie pour construire sa base de connaissances interne, hein, c'est étudier ce qu'on appelle la cyber kill chain, les différentes étapes qui sont suivies par les attaquants dans le cadre d'une intrusion, en tout cas d'une compromission, et c'est d'aller positionner des scénarios de détection, des règles de détection pour pouvoir détecter chaque étape d'une compromission et pouvoir ainsi qualifier et détecter une intrusion. De là, donc, on est toujours sur la base de connaissances. Il a abordé un point. Donc ça, c'est vraiment son étude, son expertise, on va dire, interne. J'ai quand même recommandé qu'un SOC ait quand même des équipes qui lui apportent une expertise interne et qui ne s'appuient pas uniquement sur les autres points que je vais énumérer maintenant. Le SOC peut faire appel à des sources de règles externes, donc soit des sources publiques qui référencent des scénarios ou des règles de détection. Hein. On pourrait par exemple citer le GitHub de Sigma qui référence donc Sigma, qui est un projet qui permet d'énumérer des règles de détection de manière agnostique au SIEM, aux technologies de SIEM, et donc qui, dans son GitHub, référence un certain nombre de règles de détection. Il est possible également d'acheter des règles de détection auprès de sociétés spécialisées qui sont en charge justement d'effectuer une veille sur les règles de détection qui pourraient être établies en fonction des différentes attaques, etc., et qui les commercialisent, hein, typiquement. Le SOC va capitaliser sur ses autres prestations. Donc, à partir du moment où un SOC a plusieurs prestations, a plusieurs SI supervisés, il va pouvoir identifier des incidents de sécurité dans un SI sur lequel il va pouvoir faire profiter, on va dire, les autres périmètres, hein, les autres prestations. Ensuite, on a bien sûr les incidents de sécurité identifiés. Dès qu'il y a une réponse sur incident qui est effectuée, potentiellement, si on voit qu'on aurait pu détecter quelque chose qui n'a pas été détecté, c'est là où le SOC va pouvoir aller améliorer sa base de connaissances internes. De la veille en vulnérabilité, of course, dès qu'il y a une CVE, un code d'exploitation qui est publié, c'est l'occasion pour le SOC d'implémenter une nouvelle règle de détection qui va pouvoir aller matcher la CVE en question. Ça, ce qui est très intéressant, le référentiel P10 parle de veille sur, alors je cite, les protocoles de commande et de contrôle, les modes opératoires, les codes malveillants, ce que j'ai appelé les TTP, donc les techniques, tactiques, c'est une procédure d'attaque. Donc, c'est d'effectuer une veille, en plus de la veille en vulnérabilité, c'est une veille des habitudes des attaquants, de ce qu'on peut voir dans l'actualité cyber, en fait, des compromissions, pour essayer de s'adapter aux habitudes des attaquants pour pouvoir aller les détecter. Et enfin, alors je l'ai mis en dernier, c'est éventuellement les indicateurs de compromission. Alors pourquoi je l'ai mis en dernier en italique et avec une petite astérix, c'est que un indicateur de compromission, c'est une information déjà qui est volatile dans le temps. En fait, plus le temps passe, moins l'indicateur de compromission sera pertinent. Et on ne va pas aller implémenter une règle de détection par indicateur de compromission, mais on va aller plutôt tendance à implémenter une règle de détection par famille d'indicateurs de compromission. Voilà, c'est bien ça. Donc, une fois que le SOC a effectué ce travail de constituer sa base de connaissances internes, je précise que cette base de connaissances internes, elle vit. Il faut que le SOC soit en capacité à mettre à jour de manière autonome sa base de connaissances internes. Il va aller construire. Donc, ça, ce n'est pas la stratégie d'analyse. Hein, ça, c'est vraiment la base de connaissances du SOC qu'il a pour lui. Pour un client donné, pour un SI supervisé, il va aller construire en fait la stratégie d'analyse pour le SI supervisé. Comment ça va se matérialiser? C'est qu'il va instancier sa base de connaissances internes en fonction des sources de collecte qui va être supervisée. Et là, il va venir enrichir finalement la stratégie d'analyse avec d'autres éléments encore, en plus de sa base de connaissances internes.
à savoir éventuellement les résultats des tests d'intrusion qui auraient pu être menés en fait sur le SI qui va superviser, des règles spécifiques que va lui donner son commanditaire, enfin son client, s'il veut détecter certains comportements qu'il a pu identifier comme étant anormaux sur son SI, ça va venir enrichir la liste des règles de détection, des éléments spécifiques au contexte du SI supervisé et les incidents de sécurité du commanditaire. Sur ce dernier point, je vais préciser ce qu'est un incident de sécurité du commanditaire juste après. Et donc, à partir d'ici, je précise que la stratégie d'analyse et notamment les listes des règles de détection qui vont être émises pour un SI supervisé, là encore, vivent et doivent être mises à jour en fonction de l'évolution du SI supervisé, en fonction des menaces, en fonction de peut-être l'évolution de l'analyse de risque du commanditaire, etc. Donc, ça fait beaucoup d'évolution et ça fait beaucoup de suivi pour un SOC. C'est assez challenging comme activité, on ne va pas se mentir. Je parle rapidement, j'accélère un petit peu, sinon je ne vais jamais réussir à finir, de la relation avec les tiers que le SOC peut avoir. Pour assurer toute cette activité, en général, le SOC va aller établir une relation avec des CERT pour de la veille ou pour récupérer éventuellement des IOC, avec des services de Cyber Threat Intelligence, pareil, pour avoir un suivi de l'actualité cyber, soit générique, soit propre à une activité, par exemple, je sais pas, le secteur automobile, le multimédia, la vente en ligne, etc. Soit vraiment une veille spécifique vraiment à un client. Là, je pense à l'automobile au hasard, mais je ne sais pas si Renault contractualise avec un SOC, peut-être qu'il y a une actualité de veille spécifique au client Renault qui peut être effectuée pour venir alimenter les règles de détection et pallier aux menaces qu'il pourrait y avoir. Ensuite, le SOC va potentiellement contractualiser avec des éditeurs pour avoir le suivi. Et enfin, avec la Blue Team, pour venir faire de la qualification d'incidents qui auraient pu être identifiés dans le SI supervisé. Et le dernier point qui manque, c'est les équipes de réponse sur incident. J'ai précisé qu'il y a un référentiel ANSI qui couvre la partie réponse sur incident, qui est le référentiel PRIS. Voilà. Tout ça pour dire que toutes ces petites bulles-là, soit c'est des tiers différents, soit c'est une activité que le SOC peut lui-même proposer. Voilà. Mais en tout cas, ces activités-là de CERT, de CTI, etc., sont des activités, en tout cas, que je sors spécifiquement de l'activité du SOC, qui n'est pas pour moi dans le cœur d'activité du SOC. Je reviens sur l'analyse de risque du commanditaire et les incidents redoutés sur lesquels doit s'appuyer le SOC pour construire sa stratégie d'analyse. C'est un point qui est très, très, très important dans le référentiel P10 et c'est un point qui est très, très souvent oublié par les SOC qui ne sont pas forcément qualifiés. C'est que selon le référentiel, en fait, l'activité de détection n'a pas vocation à seulement aller détecter des comportements anormaux et communs, on va dire, à tous les SI supervisés, mais c'est également d'aller couvrir les incidents de sécurité qui vont être redoutés par le commanditaire, par le client final. Alors, qu'est-ce qu'un incident redouté ? En fait, le référentiel ne le définit pas précisément. Néanmoins, il va parler de l'analyse de risque émise par le commanditaire. C'est une étude de l'analyse de risque émise par le commanditaire qui va nous donner les incidents de sécurité à couvrir. Donc, je rappelle ce que c'est qu'un risque. Un risque résiduel, notamment, c'est un risque brut et une mesure d'atténuation ou un contrôle de sécurité qui va venir atténuer un risque qu'on ne peut pas accepter. Et là, étant certifié CISSP, je me suis permis de ressortir ce que disait le CISSP sur les contrôles et les types de contrôles qui pouvaient être mis en œuvre sur les risques pour les atténuer. Et parmi, donc, c'est cette petite liste-là. Et donc, parmi tous les contrôles qui peuvent être mis en œuvre, on a un contrôle qui est de type détectif. Et donc, c'est là-dessus que le SOC va pouvoir aller jouer. Donc, l'idée, c'est que sur les risques qui vont être redoutés, enfin, les incidents de sécurité qui vont être redoutés par le client final et qui vont être référencés dans sa analyse de risque, le SOC va s'efforcer à aller mettre en place des règles de détection spécifiques aux risques redoutés pour aller réduire les risques du commanditaire. Et c'est ça qu'on va appeler les incidents redoutés. Voilà. Et ça, pour les SOC qualifiés P10, ce n'est pas optionnel. Voilà, c'est même une obligation qui est particulièrement suivie lors de qualification ANSI. Voilà. Comme je l'ai dit, la stratégie d'analyse et l'inventaire des règles de détection va avoir vocation à vivre, à évoluer. Et le SOC devrait, en tout cas, se doit d'avoir un suivi de ces règles de détection et surtout à quel moment il l'a implémenté. Donc, sur ce diagramme, on retrouve la base de connaissances interne du SOC qui va aller vivre et qui va subir des mises à jour, que j'ai qualifié ici par les petits carrés verts. Cette même base de connaissances va être instanciée
par SI supervisé et enrichi avec des éléments de contexte spécifiques. Donc, tous ces documents-là, toutes ces informations-là vont être amenées à évoluer. Et le SOC doit pouvoir répondre à une question en cas d'un incident. En tout cas, en cas par exemple, de la publication d'une nouvelle vulnérabilité, c'est de pouvoir dire est-ce que j'étais en mesure de détecter cet incident ou cette vulnérabilité qui aurait été publiée à tel instant T. Voilà. Donc ça, avec un schéma, ça marche beaucoup mieux. Donc imaginons qu'on a une vulnérabilité qui est publiée à cet instant-là et que le SOC implémente une règle de détection, bien sûr a posteriori de la vulnérabilité qui est publiée. Il faut que le SOC soit en mesure de dire, pendant tout l'instant où je n'ai pas implémenté ma règle de détection, je ne pouvais pas voir cette vulnérabilité. Donc, s'il y a eu compromission ou s'il y a eu exploitation d'une vulnérabilité ou incident de sécurité, enfin risque redouté, je n'aurais pas pu le détecter avant cet instant. Autre aspect, c'est que le SOC doit être en mesure d'effectuer des recherches a posteriori sur tous les journaux qu'il aura collectés dans le temps pour pouvoir essayer d'aller rechercher dans le cadre de l'implémentation d'une nouvelle règle de détection s'il y a une matching de la règle de détection sur tous les événements historiques qu'il conserve. Voilà. Donc, ce qui va pouvoir permettre de lui dire que sur l'incident sur la vulnérabilité qui a été publiée historiquement, suite à l'implémentation de la règle de sécurité, il devra être en mesure, en tout cas, d'effectuer cette recherche a posteriori et aller détecter que exploitation de la vulnérabilité qui a été publiée a eu lieu, même si la règle de détection a été implémentée a posteriori, il doit être en mesure de pouvoir la détecter en revenant en arrière sur l'historique de ces journaux. Et ça, sur tous les SI supervisés. Voilà. Ce qu'on constate, c'est que les règles de détection n'évoluent pas, enfin, pour les SOC externes notamment, les règles de détection par SI supervisé n'évoluent pas tous de la même manière. Il n'y a pas les mêmes règles de détection qui sont implémentées. Parfois, on va implémenter une règle dans une base de connaissances sans l'implémenter pour un client donné. Parfois, au contraire, on va implémenter une nouvelle règle dans un client donné qui aurait pu bénéficier, qui aurait pu aller servir aux autres clients, mais ça n'a pas été fait. Voilà, c'est là-dessus aussi que le référentiel va venir aider les SOC pour les aider à se structurer et pouvoir garantir que, à partir du moment où il y a un engagement sur ce qu'ils sont en mesure de détecter, que ça soit fait, et ce, dans le temps. J'avais dit que j'y reviendrai, les quelques recommandations que peut apporter un SOC. Alors, c'est une liste non exhaustive. Hein, disons que l'idée, c'était de donner une petite idée. Lors de la construction, de la mise en place d'un service, qu'est-ce qui va pouvoir être conseillé au client final par son SOC? Déjà, c'est la configuration de ses sources de collecte. Hein, quand le SOC va construire sa stratégie d'analyse, il va pouvoir dire, voilà, pour détecter tel incident de sécurité, pour faire matcher cette règle de détection sur telle technologie, j'ai besoin de tel log. Voilà. Donc, il faut que tu le configures de telle manière. Ensuite, il va aller pouvoir recommander à son client d'aller implémenter des mécanismes de détection s'il n'y en a pas, par exemple, notamment avec la détection au niveau réseau avec une sonde IDS. J'ai précisé aussi, en plus de la sonde IDS, alors j'ai bien précisé que ce n'est pas une sonde de détection au réseau. Donc, l'IDS, c'est la détection, mais on peut également mettre des sondes de collecte d'informations sur les réseaux. J'en parlerai juste après quand je reparlerai des indicateurs de compromission. L'installation d'outils complémentaires, un EDR, un outil de détection, implémenter du Guard Duty chez AWS, du Sentinel chez Azure, etc. Et éventuellement implémenter également des honeypots, donc soit avec directement des systèmes, soit de la donnée vraiment positionnée sur les systèmes ou en base de données, par exemple. Et le SOC va aller pouvoir monitorer ces données pour pouvoir identifier des intrusions, en tout cas des comportements anormaux, de manière plus fiable avec moins de faux positifs. Donc, toutes ces recommandations vont bien évidemment dépendre de ce que le SOC implémente comme règle de détection. Mais c'est aussi sa responsabilité d'aller aider son client à aller s'améliorer pour améliorer le service de détection. Un petit point sur les sondes de détection au niveau réseau. Alors, une sonde de détection, bon, sans trop m'attarder sur le sujet, elle peut être positionnée à différents endroits du SI, voilà, soit en frontal directement depuis Internet, soit directement depuis derrière les pare-feux en fait sur le SI interne, soit avoir plus à l'intérieur du SI directement sur les segments réseau qui sont un peu plus sensibles mais en même temps moins exposés. Hein. Alors là, par exemple, j'ai illustré une DMZ avec sa base de données qui est en INZ, hein, l'idée.
Et donc, en fonction de là où le client va positionner sa sonde, et ben, la sonde ne va pas voir les mêmes choses. Là aussi, le SOC se doit, en tout cas un SOC qualifié, se doit d'être force de recommandation pour dire à son client, positionne ta sonde plutôt ici dans ton réseau que ici, parce que ça va nous permettre de détecter telle intrusion plutôt qu'une autre. Typiquement, quand on met une sonde en frontal sur Internet, la sonde ne va pas arrêter de sonner, les alertes qui vont être remontées ne vont pas être très pertinentes. En revanche, plus on la met à l'intérieur de son SI vraiment cloisonné derrière une série de pare-feux, moins elle va voir de choses, donc moins ça va sonner. Mais en même temps, on va peut-être pouvoir lui implémenter beaucoup plus de règles qui, en temps normal, auraient généré plus de faux positifs. Mais là, vu qu'il y a moins de trafic, ça va peut-être s'avérer être plus pertinent et ça va permettre de détecter plus de choses. Donc voilà, c'est en fonction de la stratégie de détection. On ne va pas aller implémenter la sonde au même endroit et c'est là-dessus que le SOC va pouvoir être force de proposition. Dernier point sur la partie détection sonde, il y a plusieurs moyens je vais directement dans la petite animation, il y a plusieurs moyens d'implémenter une sonde de détection, typiquement directement via des fonctionnalités d'IDS sur les pare-feux, soit en positionnant la sonde en coupure ici, sur son SI directement, soit en utilisant les fonctions de port mirroring que peuvent permettre les switches, où en fait on va aller positionner la sonde sur un port spécifique au niveau de son SI et tout le trafic réseau d'un port va être copié sur un autre et la sonde va pouvoir écouter. Soit avec un équipement en fait qu'on appelle un TAP, qui va permettre de copier en fait tout le trafic qui lui sera en entrant sur un de ces ports. C'est typiquement une sorte de multiprise réseau qui va pouvoir aller copier le trafic entrant sur un de ces ports et le recopier sur un autre port, typiquement le port sur lequel sera branchée la sonde. Vous l'avez compris, en fait, cette dernière solution est la solution qui va être privilégiée et recommandée aux clients des SOC, notamment les SOC qualifiés P10. Comme je l'ai dit un peu avant, dans le cadre de la construction des règles d'analyse et de la détection, le SOC va pouvoir s'appuyer sur ce qu'on appelle donc des IOC, des indicateurs de compromission, qui sont souvent la preuve que compromission il y a eu. Voilà, donc, c'est des informations qui sont très pertinentes, surtout pour un SOC, parce que à partir du moment où on sait qu'une IP est utilisée pour attaquer ou que la présence de tel fichier ou de tel fichier sur un système est synonyme de compromission, à partir du moment où on arrive à le détecter, on peut tout de suite identifier qu'il y a une intrusion ou qu'il y a eu un incident de sécurité en tout cas. Alors, tous les IOC ne vont pas avoir la même valeur. Néanmoins, c'est dans l'intérêt du SOC de pouvoir être en mesure de détecter tous les types d'indicateurs de compromission qu'ils vont pouvoir avoir. Et c'est là où se pose la question de comment je fais pour détecter tous les types de compromission, tous les types d'indicateurs de compromission que j'ai à ma disposition. Alors, typiquement, il y a certains indicateurs qui vont être facilement retrouvables dans les journaux d'un SI, typiquement les adresses IP, les noms de domaine qu'on va facilement retrouver soit dans les journaux des firewalls, soit dans les logs des proxys, etc. Mais il y a certains autres indicateurs qui sont beaucoup plus touchy à aller identifier. Typiquement, les champs de certificats, par exemple, X509, ou sans mise en œuvre d'une source de collecte spécifique, on ne va pas forcément retrouver ces informations dans les journaux des équipements, ou les empreintes de fichiers. Voilà. Donc, c'est là où le SOC doit être force de proposition auprès de son commanditaire pour lui dire, voilà, moi, j'ai à ma disposition une série d'indicateurs et dans les journaux que ton système d'information m'envoie, je n'ai pas moyen d'identifier ces indicateurs. Alors, je précise, je ne parle pas ici d'activité de hunting, mais c'est vraiment l'activité de hunting qui vise à aller analyser de manière récurrente le SI d'un client, enfin un SI donné pour essayer d'identifier ces IOC. Là, on est vraiment sur la supervision passive. Okay, et donc, c'est là où le SOC va aller pouvoir recommander d'installer des outils complémentaires, par exemple du Sysmon sur les systèmes Windows, qui va permettre en fait de générer les hash des fichiers d'exécutables ou autres, ou des sondes de collecte réseau. Alors là, j'ai pris l'exemple de l'outil Zik que j'ai appris dans une des formations de HS2 et je les en remercie, qui est un outil qui va agir comme une sonde de détection et qui va aller prendre tout le trafic réseau et venir éclater tout le trafic en différents fichiers en fonction des sources qu'il va voir, enfin en tout cas en fonction des informations qu'il va voir passer. Donc très facilement avec Zik, il va pouvoir vous générer tous les noms de domaine qu'il a vu passer, tous les champs de certificats qu'il a vu passer, les user agents. Enfin, il va vraiment aller éclater un petit peu tout le trafic qui est parfois un petit peu dense dans un SI pour faciliter son exploitation et son analyse. Alors tout ça sont des exemples. Et là, quid de l'environnement supervisé?
Alors certes, on va dire que dans les meilleurs élèves que peuvent avoir un SOC, on va avoir un client qui va aller implémenter toutes les recommandations que son SOC va pouvoir le faire. Cependant, en fonction du niveau de maturité ou du niveau de sécurité que va avoir le SI supervisé, les SOC ne vont pas être capables de détecter la même chose. Typiquement, pour matérialiser, pour essayer de vous faire comprendre un petit peu ce fait, j'ai pris cette image. Imaginons que la personne qui ici marquée safety, c'est le SOC et qui doit superviser les comportements malveillants dans une foule. Quand il a à superviser une foule comme ça, c'est très difficile d'identifier un comportement anormal ou malveillant. Alors, on voit quand même qu'il y a une barrière de sécurité, donc on voit qu'il y a deux parties de la foule. Néanmoins, il est très difficile d'identifier quelque chose de malveillant, en tout cas d'anormal, qui se passe dans cette foule, puisque c'est assez anarchique. Contrairement à cette situation-là, où là, on voit déjà que c'est beaucoup plus structuré, on peut voir que sur la droite de l'image, il y a une espèce de sorte de préau qui peut peut-être matérialiser une entrée où en fait les gens qui sont en dehors de cette séparation, finalement, eux, sont hors du SI, n'ont pas à être supervisés. On voit qu'il y a une sorte de queue qui s'est formée. On peut voir les personnes dans le haut de la photo, des personnes arrivées, donc on peut tout de suite identifier, tiens, s'il y a des personnes qui vont s'insérer dans les files, qui ne vont pas faire la queue, par exemple. En bas de la photo, on peut identifier très facilement qu'il y a une personne de couleur jaune qui peut peut-être matérialiser quelqu'un de l'équipe de l'organisation, de l'équipe sécurité. Tout ça pour dire que, à partir du moment où il y a un certain niveau d'organisation et de maturité, c'est beaucoup plus facile de voir des comportements anormaux que quand c'est l'anarchie. Et donc, cette analogie est tout à fait applicable à un SI supervisé. Je gratte 5-10 minutes parce qu'on a commencé en retard. La capacité de détection et la qualité de la détection va aussi dépendre du niveau de maturité du SI supervisé. Voilà. Tout ça pour dire que les clients qui ont pour objectif en fait de répondre à une volonté de leur management ou de répondre à une norme ou à une législation en implémentant un SOC sans faire d'efforts sur le niveau de sécurité de leur SI en disant je ne sais pas faire, je ne sais pas me sécuriser, je vais prendre un prestataire spécifique et lui va tout me détecter, ça ne marche pas. Ça marche d'une certaine mesure, mais à un moment donné, si le client, en tout cas le SI supervisé, ne cherche pas quand même à se mettre, à améliorer son niveau de sécurité, il ne faut pas espérer qu'un SOC ait un niveau de détection qualitatif ou efficace. C'est ça que je veux dire. Donc, là, ici, j'ai énuméré quelques bonnes pratiques qui vont permettre de faciliter la détection de comportements anormaux sur un SI, le filtrage, en tout cas, l'organisation des flux réseau. Voilà. Typiquement, par exemple, si vous avez ségrégué tous les flux d'administration depuis un réseau d'administration ou depuis un bastion d'administration, dès qu'on va avoir des flux d'administration qui vont se promener sur un SI qui ne seront pas en provenance de ce réseau de ces SI, tout de suite, ça va aller lever une alarme. La nomenclature de nommage. Souvent, on se dit, tiens, une nomenclature, à part d'un point de vue humain où c'est plus pratique, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Et en fait, si ça sert, typiquement, à partir du moment où tous les objets dans un SI sont supervisés, les comptes, les groupes, les policies, les fichiers, etc., s'il y a la création d'une ressource sur le SI qui n'est pas aux normes, qui n'est pas nomenclaturée, tout de suite, ça va se voir. Et typiquement, un attaquant qui ne fait pas, alors ça dépend du niveau de l'attaque, mais un attaquant qui ne ferait pas spécifiquement attention à la norme qui est appliquée sur le SI, voire une attaque complètement automatisée qui ne cherche pas à comprendre, si elle se met à créer des comptes pour créer des backdoors, ajouter des comptes dans des groupes ou toucher à des objets, des ressources du SI, tout de suite, le SOC va être en mesure de le voir en disant, tiens, là, il y a un objet qui est apparu, qui ne répond pas à la nomenclature de nommage, c'est bizarre. Un peu dans la même logique, c'est l'architecture, la délégation de droits. Typiquement, pour un SI qui serait par exemple dans un environnement Active Directory, les droits ne se donnent pas n'importe quelle manière. On va passer par ce qu'on appelle des groupes de délégation. C'est best practice Microsoft. Si elles ne sont pas appliquées, si c'est anarchique, si on retrouve des droits qui sont positionnés directement sur les serveurs, voire des comptes locaux, enfin des comptes d'administration qui sont locales ou des groupes où voilà, c'est un peu difficile à surveiller. En revanche, si on respecte les bonnes pratiques sur ces environnements-là, en passant par des groupes de délégation qui sont en plus normés par des nomenclatures, tout de suite, par exemple, la création d'un compte d'administration en local sur un système un peu discrètement, un peu l'attaquant qui veut se mettre une backdoor sur un système, par exemple, vous pourrez élever ses privilèges et qui, via l'exploitation d'un défaut de sécurité sur le système, vient créer un compte d'administration local.
tout de suite, le SOC va être en mesure de le voir et ça va faciliter son niveau de détection. Voilà. La gestion de changement, les SOC peuvent s'interconnecter directement aussi avec les systèmes de ticketing. Si on voit apparaître un changement sur le SI, s'il n'y a pas de ticket qui est associé, un attaquant créera rarement un ticket sur le système de ticketing lors d'une intrusion. Hein. Voilà, ça va permettre de détecter l'intrusion. Les serveurs proxy, qu'on appelle serveurs mandataires, hein, référentiel ANSI oblige, également sont une très bonne source d'information et de détection. Bah, voilà, si les flux partent sur Internet sans passer par un serveur mandataire, bah, c'est beaucoup plus difficile à qualifier. L'usage de serveurs DNS également internes est une bonne pratique, typiquement déjà pour la supervision. Hein, bah, quand vous avez un malware qui fait de la résolution de noms DNS qui ne sont pas communs, bah déjà, ça va être beaucoup plus facile d'aller identifier ce cas de figure que si le malware résout sur un serveur DNS public. Et l'autre point, c'est que le protocole DNS va permettre de faire de l'exfiltration de données, hein, le protocole du CMP d'ailleurs, et le fait d'autoriser les flux DNS uniquement depuis un serveur interne, bah, ça va permettre une détection beaucoup plus facile des tentatives d'exfiltration de données via l'abus de ce protocole de la part des attaquants. Bon, voilà, j'ai énuméré un certain nombre de mesures qui vont faciliter la détection. Je ne vais pas toutes les aborder en détail, mais elles sont ici sur les slides, elles seront disponibles également. Merci beaucoup, David. On va couper. Il me manquait 2 slides, mais je suis quand même content d'avoir tenu dans les temps. Je conclue avec une slide de conclusion. Je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'elle vous aura été utile.